Le jour commence à Monterosso del Mar, un des 5 villages de la province de Ligurie, connu sous le nom de Cinque Terre. Cette agglomération, située au bord de la Méditerranée, se trouve à une centaine de kilomètres au sud de Gênes. Nous montons à bord de la vedette qui assure la liaison entre les 5 villages. Elle effectue le service 6 fois par jour dans chaque sens. Avant de devenir une destination touristique connue, les Cinque Terre étaient restés longtemps à l'écart du monde. Le premier arrêt du bateau est pour le village de Vernazza. Il se distingue notamment par ses 2 églises, San Francesco et Santa Maria d'Antioche. Extrémité sud du village, la tour de Belforte, construite au XIe siècle. No digas no, que te conozco y sé cómo piensas. No digas no, porque ya no. Desde hace tiempo de amor no me hablas, usando el tiempo futuro ya no. Ya no sirve decirnos de nuevo, te quiero amor. Le village suivant sur notre parcours se nomme Corniglia. C'est le plus petit et le plus en hauteur des Terre et le seul qui n'ait pas de port. Cada mañana ya no es para mí, porque no tengo ya nada de ti. Ya desde mañana, nunca más. Nunca más. Le dernier arrêt du parcours est Porte Venere. On longe d'abord la pointe sud, surmontée par l'église San Pietro, qui est bâti sur les fondations d'un temple romain dédié à Vénus et qui a donné son nom à la ville. Será dentro de mí como una noche de invierno, porque quizá ya desde hoy no te veré. Cuando se ama el final se presiente, se nota un frío, un vacío tan triste.
Depuis les fortifications de l'église San Pietro, on découvre une superbe vue sur la baie des Poètes. Le lendemain, nous prenons la route vers Parme puis Bologne. La place de Neptune et sa fontaine. La place a été construite en l'honneur du pape Pie IV. Au pied de Neptune, 4 statues représentent le Gange, le Nil, l'Amazone et le Danube, les fleuves des continents qui étaient connus à l'époque de la construction. Sur la place, le Palazzo Re Enzo. Re Enzo était le roi de Sardaigne. Il avait été emprisonné en 1249 jusqu'à sa mort. La cité médiévale de Bologne déploie des kilomètres de galeries formées d'arcs en forme de cercle et de portiques médiévaux soutenus par des colonnes. Sur l'avenue de l'Indipendenza, le monument à Garibaldi. Garibaldi, un des pères de la patrie italienne, qui ont initié l'unité du pays après la guerre contre l'Autriche, puis le rattachement de la Lombardie au Piémont et le ralliement de la Toscane. Au cœur de la vieille ville, la Piazza Santo Stefano et sa basilique. Depuis Bologne, notre route se poursuit le long de la côte adriatique jusqu'à l'hôtel Forte Napoleonico au sud d'Ancône. L'hôtel Forte Napoleonico a été créé dans une ancienne forteresse. Il occupe une position magnifique entre le vert de la forêt et le bleu de la mer. Le fort est situé à quelques mètres d'une plage de galets blancs. Porto Novo est un des sites les plus pittoresques de la Marche. À cette époque de l'année, l'hôtel n'est pas très rempli. Nous occupons une suite agréable.
Entre Ancône et Foggia, l'autoroute Adriatique A14 longe la chaîne des Apennins. Les cimes du parc national dei Monti Sibillini sont déjà couvertes de neige. Le 25 octobre, en début d'après-midi, nous marchons sur le Lungomare Nazario Sauro à Bari, en direction du palais de l'aqueduc des Pouilles. Bari est le chef-lieu des Pouilles, c'est un port touristique et commercial important. À proximité du Fortino di San Antonio, la place Mercantile est un endroit où les touristes viennent dîner dans un des nombreux restaurants qu'on peut y trouver. Sur les remparts de la Via Venezia au nord de la ville, on longe l'imposante façade est de la basilique San Nicola. Dans l'enceinte de la basilique, à l'extrémité du Largo Papa Urbano II, la statue de bronze de San Nicola. La basilique San Nicolao a été consacrée par le pape François le 7 juillet 2018. Elle possède 3 nefs et 2 bas-côtés divisés par des colonnes de granit. Elle a été construite pour abriter les reliques de Saint Nicolas. Le plafond, peint par Carlo Rosa en 1662, fait un contraste saisissant entre l'austérité de l'architecture et la magnificence des peintures du XVIIe siècle. Au sud-est de Bari, à 50 km sur la côte adriatique, Monopoli est d'abord un port qui profite de sa position stratégique entre Bari et Brindisi. Pour le touriste, Monopoli vaut principalement pour son centre médiéval et ses nombreuses églises. Les traditions du sud de l'Italie sont toujours vivantes, comme en témoigne cette petite causette entretenue par 2 commères locales. À une quarantaine de kilomètres au sud-est de Bari,
Polignano a Mare est installé sur un éperon rocheux qui domine la mer Adriatique. La vieille ville est perchée sur une falaise à une vingtaine de mètres de hauteur. Si on continue la route 11 vers le sud, on arrive à Monopoli, qui est une ville fortifiée dont les ruelles pavées bordées de maisons coloniales ont beaucoup de charme. Avec ses barques de pêcheurs bleus, le vieux port de Monopoli ressemble à une carte postale ou à un décor d'opérette méditerranéenne. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina, appena alzata, di risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti. La route qui depuis Bari mène à Alberobello traverse des étendues d'oliviers. Les Pouilles comptent 50 à 60 millions d'oliviers. Leurs troncs robustes et tortueux ont été façonnés par le temps, le vent et le soleil. Ce qui caractérise Alberobello, ce sont les maisons blanches surmontées d'un toit conique. On les appelle les trulli. Alberobello en compte plusieurs milliers. À l'origine, les trulli ont été construits en 1797 avec l'autorisation du roi Ferdinand IV de Bourbon, qui avait exigé qu'elles soient constituées de manière à permettre leur démontage rapide en cas d'inspection par les représentants du royaume de Naples qui prélevaient des impôts sur les constructions. Les trulli sont construits sans mortier, ce qui correspond à une tradition séculaire des bâtisseurs locaux. À égale distance de Bari et Alberobello, dans l'intérieur des terres du Basilicate, Matera. C'est une ville de 60 000 habitants. Les premières maisons ont été construites par les habitants qui vivaient jusque-là dans les grottes voisines. Ces maisons forment une gigantesque sculpture. La ville a été listée au patrimoine mondial de l'humanité. Sur le flanc de la colline, on aperçoit les grottes aujourd'hui inoccupées. La Gravina a creusé le plateau calcaire occupé par la ville de Matera.
L'Occo-Rotondo est un balcon donnant sur une vallée peuplée par les vignes, les vergers et les oliviers. Comme son nom l'indique, c'est un lieu rond perché sur une colline. À l'intérieur du cercle, les églises San Giorgio et Santa Maria la Grecque. Au milieu du Salento, la partie centrale dépouille, la ville de Lecce, qui a été longtemps une des principales cités du royaume de Naples. Sur la place du Duomo, la cathédrale baroque construite au XVIIe siècle. Elle est flanquée d'un campanile de 70 mètres de haut. La place est un carré monumental avec une seule ouverture au nord. Take it when you go, so you'll always know you're safe from harm. Wear your ruby shoes when you're far away, so you'll always stay home in your heart. You'll always have a lucky star that shines because of what you are, even in the deepest dark, because your aim is true. And if I could only have one wish, darling, then it would be love and happiness. Otranto, à l'extrême sud de la côte adriatique. Dans le centre historique, la tour Alfonsina, construite par Alfonsino d'Aragon, duc de Calabre, qui bloquait l'accès à la citadelle à l'époque médiévale. Notre route s'incurve maintenant vers le nord, en direction de Naples. Depuis le rivage de Sorrente, nous faisons face au Vésuve. Depuis Sorrente, la route SS 145 mène à Pompéi, sur la rive nord du golfe de Naples. La cité de Pompéi a subi une éruption du Vésuve en l'an 79. Elle a été enfouie sous plusieurs mètres de sédiments volcaniques qui ont préservé les vestiges pendant plusieurs siècles. Les premières fouilles ont été entreprises en 1709 par le duc Emmanuel de Lorraine, qui fit d'abord creuser des puits et des tunnels. Nous sommes ici dans la Via di Castriccio, bordée par des maisons particulières. Ces maisons comportaient généralement 2 étages. Les numéros aujourd'hui inscrits sur les façades permettent de les repérer. Ici, un four de boulanger. L'allée montre les sillons qui ont été creusés par le passage des chars. Nous entrons dans la Domus Sirici, la maison d'un riche marchand. On pénètre d'abord dans le vestibulum. La partie centrale de la maison pompéienne est l'atrium où s'accomplissent les actes de la vie domestique. Autour de l'atrium, les chambres. Sur les murs de l'atrium, des fresques, dont certaines sont assez célèbres. Celles-ci sont du IIIe style, inspirées par le style ornemental égyptien, qui comporte des traits verticaux et horizontaux
afin d'attirer l'œil vers le tableau central. On remarque également les frises exécutées avec une grande finesse. Alors, voyez la géométrie. Le forum, lieu central de la ville, où l'on édifiait des statues dédiées aux citoyens illustres ou à la famille impériale. À proximité du forum, les thermes de Pompéi, en quelque sorte la piscine sauna de la ville. D'abord, le frigidarium, la salle froide, puis le trépidarium, la salle tiède, qui est la plus décorée, avec ses statues en forme de cariatide. 3 bancs de bronze sont restés à leur place. Enfin, le caldorium, qui était voué à la transpiration. Alors, la partie à droite. Retour dans le forum face à une statue de Zeus. Le centaure, créature mythique gréco-romaine, mi-homme, mi-cheval. Notre visite sur les ruines de Pompéi se termine à la porte Marina. Nous sortons sous le regard d'une statue géante d'un guerrier de bronze. Notre visite à Rome commence sur la Piazza della Trinità dei Monti, d'où on aperçoit dans le lointain le monument à Victor Emmanuel sur la Piazza Venezia. Nous descendons le célèbre escalier monumental qui rejoint la Piazza d'Espagne. Nous sommes le 1er novembre, qui est un jour férié pour de nombreux visiteurs, ce qui explique la densité de la foule, en particulier autour de la fontaine Barcaccia. La Via Condotti, qui est l'équivalent romain de la rue Montaigne, est elle-même noire de monde. Sous une pluie battante, nous rejoignons par la Via del Babuino la Piazza del Popolo. Sur le centre de la place, un obélisque égyptien initialement érigé pour Ramsès II. Le lendemain matin, la pluie a cessé sur la Piazza del Popolo. À 40 minutes à pied, au sud de la Piazza del Popolo, l'Arche de Constantin fait face au Colisée, l'immense amphithéâtre qui, au 1er siècle, était le lieu où l'empereur offrait des spectacles aux citoyens de la ville. Combats entre hommes ou animaux, avec notamment les gladiateurs. Le Colisée est resté en service pendant 500 ans. Il peut accueillir 80 000 spectateurs.
Sur la Piazza di Venezia, le monument à Victor Emmanuel II, avec au centre sa statue équestre. Victor Emmanuel II est le père de l'unification italienne. La fontaine de Trévi est la plus célèbre de Rome. Elle a notamment fait l'objet d'une scène mémorable du film Dolce Vita. C'est un ensemble monumental structuré par 4 colonnes qui entourent une falaise rocheuse sur laquelle se déversent les eaux. Le monument est assailli par les touristes qui souvent jettent une pièce dans le bassin afin d'être assurés de revenir à Rome. Un peu plus loin sur le trottoir, une évocation d'Aladin avec sa lampe merveilleuse et à ses côtés, l'homme invisible. La Via dei Fiori Imperiali relie la Piazza Venezia et le Colisée. Elle passe d'abord par la colonne Trajane, qui commémore la victoire de l'empereur Trajan sur les Daces. Ensuite, ce sont les forums de César, d'Auguste et de Nerva, qui sont de grandes places construites par chacun de ces empereurs pour agrandir le forum antique. La glorieuse histoire de Rome est certainement l'objet de la discussion qui anime ces 4 personnages. La place Saint-Pierre est noire de monde et la file pour accéder à l'intérieur de la basilique fait plusieurs centaines de mètres. Elle longe dans sa totalité l'immense colonnade à 4 rangs que le pape Alexandre VII avait commandée au Bernin. Ce sont 284 colonnes en travertin qui couronnent la place. La colonnade est surmontée par une balustrade ornée par 140 statues de saints et de martyrs. Le centre de la place est occupé par un obélisque provenant de l'ancien cirque de Caligula. Au centre de la façade, la fenêtre des appartements papaux, d'où le cardinal protodiacre prononce la célèbre phrase « Habemus Papam » pour annoncer l'élection du nouveau pape. C'est aussi depuis cette fenêtre que ce dernier adresse sa bénédiction à la foule et au monde. Les cloches de la basilique Saint-Pierre sont placées dans une fenêtre ouverte au-dessus de l'horloge. À quelques centaines de mètres à l'est de la place Saint-Pierre, le Castel San Angelo, qui était initialement destiné à devenir le mausolée d'Adrien. Il est rapidement devenu un bâtiment militaire pour ensuite devenir une prison. La statue de l'archange Michel qui surmonte le bâtiment remet son épée au fourreau dans un geste symbolique destiné à signifier que la grande peste de 590 approche de sa fin. On franchit ensuite le Tibre pour parvenir à la Piazza Navona, qui présente un décor monumental qu'elle doit à la fontaine des 4 fleuves et à l'église Sainte-Agnès en Argonne. C'est le plus beau décor baroque de la ville.
à l'extrémité nord de la place, la fontaine de Neptune. Et à l'autre extrémité, la fontaine des 4 fleuves qui symbolise les 4 parties du monde. Le Danube pour l'Europe, le Gange pour l'Asie, le Rio de la Plata pour l'Amérique et le Nil pour l'Afrique. Après Rome, notre route nous amène à 300 km au nord, à Florence, capitale de la Toscane. Depuis le Piazza Les Michelangelo, nous contemplons la ville, traversée par l'Arno, avec le célèbre Ponte Vecchio, et sur la rive droite, la tour Arnolfo qui surplombe le Palazzo Vecchio. À droite du Palazzo Vecchio, la cathédrale Sainte-Marie des Fleurs et son dôme que l'on doit à Giotto, peintre, sculpteur et architecte. Sainte-Marie des Fleurs est en quelque sorte la première construction moderne d'Italie, car elle échappe aux traditions de l'architecture gothique avec ses resplendissantes façades de marbre polychrome. La Piazza della Signoria est la plus importante de Florence. C'est un véritable musée à ciel ouvert. On peut notamment admirer au pied du Palazzo Vecchio la statue de David par Michel-Ange, ainsi que la statue équestre de Cosmo Ier de Médicis. Hercule et Cacus, le bronze de Cellini qui représente Persée, et plus loin dans la Loggia di Lenzi, l'enlèvement des Sabines. Le fleuve Arno parcourt Florence. Le long des rives des Lungarnos, la promenade passe obligatoirement par la Ponte Vecchio, monument emblématique, à la fois pont et rue marchande. Le pont a été construit en 1346. En aval du Ponte Vecchio, le pont de la Santa Trinita, la Sainte Trinité.
construit en 1570 sur commande de Cosimo Ier de Médicis. Ces 3 arches, en courbe de chaînette inversée, en font le pont le plus élégant de Florence. La légende prétend que c'est à l'extrémité de ce pont que Dante a aperçu Béatrice, son égérie adorée, qu'il ne devait plus jamais revoir par la suite. C'est la statue de Dante Alighieri qui garde l'entrée nord de la Piazza di Santa Croce. Depuis la Pensione Belchista sur les collines de Fiesole où nous résidons, nous admirons une dernière fois le panorama sur la ville de Florence. Dans le lointain, le dôme de Sainte-Marie-des-Fleurs, encadré par les silhouettes des cyprès qui peuplent les collines de Toscane. Demain, nous reprendrons notre route vers la France. Sei lontana, sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mia sole, tu sei qui con me.